Aventure de la bande mouchetée par Arthur Conan Doyle. En parcourant mes notes sur les 70 causes curieuses au cours desquelles j'ai étudié 8 années durant la manière de procéder de mon ami Sherlock Holmes, j'en trouve beaucoup de tragiques, quelques-unes de comiques, un grand nombre de simplement étranges, mais pas une n'est banale, et cela tient à ce que, travaillant plutôt par amour de l'art que pour gagner de l'argent, il ne commençait jamais une enquête qui ne sentit le bizarre et même le fantastique. De toutes ces affaires diverses, je n'en trouve cependant aucune qui présente plus d'originalité que celle qui touche à une famille bien connue du Surrey, les Roylotts de Stoke Moran. Les événements que je vais relater ici se déroulèrent au commencement de mon intimité avec Holmes, lorsque, célibataires tous deux, nous logions ensemble dans Baker Street. J'aurais pu les publier plus tôt, si je n'avais promis le secret, et je n'avais été relevé de ma parole que le mois dernier par la mort inattendue de celle à qui je l'avais donnée. Le moment est venu de faire connaître ces faits, car j'ai appris de sources certaines qu'il s'est répandu sur la mort du docteur Grimsby Roylott des bruits qui tendraient à rendre l'affaire encore plus grave qu'elle ne l'a été en réalité. C'était au commencement d'avril 1883, que, me réveillant un matin, je trouvais Sherlock Holmes tout habillé auprès de mon lit. Il n'était pas matinal d'habitude, et comme l'horloge sur la cheminée marquait seulement 7h15, je le regardais avec surprise et un tant soit peu de ressentiment, pour m'avoir troublé dans mon sommeil, moi, homme maniaque. « Très fâché de vous réveiller, Watson, » dit-il, « mais nous en sommes tous là, ce matin. Madame Hudson a donné le branle et ayant été tirée brusquement hors de son lit, elle s'est vengée sur moi et moi sur vous. » « Qu'y a-t-il donc? Le feu? » ?»« Non, une cliente, une jeune fille qui s'est présentée chez moi dans un état d'agitation extrême et qui insiste pour me voir. Elle l'attend au salon. Or, quand des jeunes filles courent la métropole à cette heure-ci et font lever des gens qui ont encore sommeil, j'en conclus qu'elles ont quelque chose de très pressant à communiquer. Si elles nous apportent une affaire intéressante à étudier, vous voudrez, j'en suis sûr, la suivre dès le début. J'ai donc eu l'idée de vous réveiller, afin de ne pas vous laisser perdre cette occasion. Mon cher, je serais désolé de la manquer. Rien ne me passionnait davantage que de suivre Holmes dans ses investigations professionnelles et d'admirer les déductions rapides et aussi intuitives que rapides au moyen desquelles il démêlait les problèmes qui lui étaient soumis. Je m'habillai rapidement et au bout de quelques minutes, j'avais rejoint mon ami au salon. Nous nous trouvâmes en présence d'une dame vêtue de noir avec un voile épais sur le visage. En nous voyant, elle se leva du siège qu'elle avait choisi près de la fenêtre. « Bonjour, madame, » dit Holmes cordialement. « Je m'appelle Sherlock Holmes, et voici le docteur Watson, mon ami intime et mon associé, devant qui vous pouvez parler aussi librement que devant moi. Je suis bien aise de voir que madame Hudson a eu le bon esprit de faire du feu. Ayez la bonté de vous en approcher, et je vais vous commander une tasse de café chaud, car je vois que vous grelottez. »« Ce n'est pas de froid que je tremble, » dit la femme à voix basse, en changeant de place. « De quoi donc? C'est de peur, monsieur Holmes, je dirais même d'effroi. » À ces mots, elle leva son voile, et nous pûmes voir qu'elle était en effet dans un état d'agitation impitoyable. Ses traits étaient tirés, sa peau livide, ses yeux inquiets, effrayés, hagards comme ceux d'une bête traquée. Son extérieur était celui d'une femme de 30 ans, mais avec des cheveux gris prématurés et une expression de grande lassitude. Sherlock vit tout cela d'un de ses coups d'œil rapides et pénétrants. « N'ayez pas peur, » dit-il d'un ton affectueux, en se penchant vers elle et lui touchant le bras. « Nous allons éclaircir cela rapidement, j'en suis sûr. Il me semble que vous êtes venu par le train. Vous me connaissez donc? Non? Mais je vois votre billet de retour dans votre gant gauche. Vous avez dû partir de bonne heure et vous avez fait une longue route en dog-cart par de mauvais chemins avant d'arriver à la station. » Elle sursauta et, stupéfaite, regarda mon compagnon. « Il n'y a là aucun mystère, chère madame, » dit-il en souriant. « La manche gauche de votre jaquette est tachetée de boue en cet endroit. Les marques en sont encore fraîches. Il n'y a qu'un dog-cart pour éclabousser de cette manière, surtout lorsqu'on est assis à la gauche du conducteur. Quelle que soit votre méthode de raisonnement, vous êtes tombé juste, dit-elle. J'ai quitté la maison avant 6 heures.
Je suis arrivé à Leatherhead à 6h20 et à Waterloo par le premier train. Monsieur, je ne puis plus y tenir. Je deviendrai folle si ça continue. Je n'ai personne à qui m'adresser, personne absolument, et la seule qui s'intéresse à moi, un jeune homme, ne peut m'être que d'un faible secours. J'ai entendu parler de vous, monsieur Holmes, par madame Farintosh, que vous avez aidé dans une circonstance difficile. C'est par elle que j'ai eu votre adresse. Oh, monsieur, pensez-vous que vous puissiez m'aider, moi aussi, et au moins jeter quelque lumière dans le chaos qui m'environne? À présent, je ne saurais vous rémunérer de vos services, mais dans un mois ou deux je serai marié, je pourrai disposer de ma fortune, et alors vous verrez que je ne suis pas une ingrate. Holmes se tourna vers son bureau et en tira un carnet qu'il consulta. « Farintosh », dit-il. « Ah oui, je me rappelle l'affaire. C'était au sujet d'une tiare d'opale. Je crois que ce n'était pas de votre temps, Watson. Je puis vous assurer, madame, que je serais heureux de me consacrer à votre affaire comme je l'ai fait pour celle de votre ami. Ne parlons pas d'honoraires, je vous en prie. Ma profession porte avec elle sa récompense. Je vous laisse libre de me rembourser les dépenses que j'aurais pu faire quand cela vous conviendra. Maintenant, je vous demande d'exposer votre affaire sans omettre aucun détail qui puisse nous éclairer. »« Hélas, » répondit notre visiteuse, « l'horreur de ma situation vient de ce que mes craintes sont si vagues et mes soupçons fondés sur des bases si faibles, je dirais même si puériles, que celui-là même à qui j'ai le droit de demander aide et conseil les considère comme des imaginations de femmes nerveuses. Il ne le dit pas, mais je le devine à ses réponses conciliantes et à ses regards pleins de pitié. Mais on m'a dit, monsieur Holmes, que vous saviez lire au fond du cœur humain. Vous pouvez peut-être me donner un conseil en présence des dangers qui me menacent. Je suis toute attention, madame. Je m'appelle Helen Stoner, et je vis chez mon beau-père, le dernier rejeton d'une des plus vieilles familles saxonnes d'Angleterre, les Roylotts de Stoke Moran, famille fixée sur les confins ouest du Surrey. Holmes fit un signe de tête. « Le nom m'est familier, » dit-il. Cette famille fut à un moment donné parmi les plus riches d'Angleterre, et ses possessions s'étendaient jusque dans le Berkshire au nord et le Hampshire à l'ouest. Mais au siècle dernier, se succédèrent 4 générations de prodiges et de débauchés, et la ruine de la maison fut consommée par un joueur sous la régence. Il ne resta rien de leurs terres, sauf quelques arts de terrain et la maison, vieille de 200 ans, qui est elle-même hypothéquée autant qu'elle peut l'être. Le dernier possesseur y traîna sa misérable existence de noble ruiné, mais son fils unique, mon beau-père, se rendit compte qu'il fallait se tirer de là, obtint d'un parent une avance de fonds pour faire des études médicales, et partit pour Calcutta, où, grâce à son habileté professionnelle et à sa force de caractère, il se créa une belle clientèle. Dans un mouvement de colère, causé par un vol qui avait été commis chez lui, il assomma son maître d'hôtel indien, et peu s'en fallut qu'il ne fût condamné à mort. Il fit plusieurs années de prison et revint en Angleterre, morose et aigri. Pendant que le docteur Roylott était aux Indes, il avait épousé ma mère, madame Stoner, la veuve encore jeune du major-général Stoner de l'artillerie du Bengale. Ma sœur Julia et moi, nous étions jumelles, et nous n'avions que 2 ans lors de ce second mariage de ma mère. Elle était riche, 1000 livres sterling de rente, et il légua sa fortune au docteur Roylott, afin qu'il nous gardât chez lui, et à condition qu'il fît à chacune de nous, en cas de mariage, une rente qu'elle détermina. Peu de temps après notre retour en Angleterre, ma mère mourut, tuée dans un accident de chemin de fer près de Crewe, il y a 8 ans de cela environ. À partir de ce moment, le docteur Roylott ne fit plus aucun effort pour se créer une clientèle à Londres, et il nous emmena avec lui dans la vieille maison de Stoke Moran. La fortune que ma mère avait laissée suffisait amplement à tous nos besoins, et il ne semblait pas qu'il pût y avoir d'obstacle à notre bonheur. Mais tout à coup, le caractère de notre beau-père changea terriblement. Au lieu de se faire des amis et d'échanger des visites avec nos voisins, qui avaient d'abord été enchantés de voir un Roylott de Stoke Moran installé de nouveau dans la vieille demeure de famille, il s'enferma chez lui et ne sortit guère que pour se quereller férocement avec quiconque se trouvait sur sa route. Une violence de caractère voisine de la folie était du reste chose héréditaire chez les hommes de sa famille, et chez mon beau-père, ses dispositions avaient été, je pense, accrues par son long séjour sous les tropiques.
Il se produisit des rixes déplorables qui le firent traduire 2 fois en police correctionnelle. Il devint la terreur du village, et les gens s'enfuient à son approche, car il est excessivement fort et ne se possède plus quand il est en colère. La semaine dernière, il jeta le forgeron par-dessus un parapet dans la rivière, et je n'ai pu éviter un scandale public en donnant à la victime tout l'argent que j'ai pu réunir. Il n'a aucun ami, excepté les bohémiens. Il permet à ces vagabonds de camper sur les quelques arts de terre couverts de ronces qui sont la seule propriété de la famille, et accepte en retour l'hospitalité sous leur tente, voyageant même avec eux pendant des semaines entières. Il a aussi une passion pour certaines bêtes indiennes qui lui sont envoyées par un correspondant, et il a dans ce moment-ci une panthère et un babouin qui se promènent en liberté, et sont redoutés des villageois presque autant que leur maître. Vous jugerez par tout ceci que ma pauvre sœur Julia et moi n'avions pas grand agrément dans la vie. Nous ne pouvions garder aucun domestique, et pendant longtemps nous avons dû nous servir nous-mêmes. Ma sœur n'avait que 30 ans quand elle est morte, et pourtant ses cheveux avaient commencé à blanchir, tout comme les miens. Votre sœur est morte? Oui, il y a juste 2 ans de cela, et c'est de sa mort que je veux vous parler. Vous comprenez que, menant la vie que je vous ai décrite, il se présentait peu d'occasions de voir des gens de notre âge et de notre monde. Nous avions pourtant une tante, sœur non mariée de ma mère, mademoiselle Honoria Westfall, qui demeure auprès de Harrow, et nous obtenions de temps en temps la permission de lui faire une courte visite. Julie y passa les fêtes de Noël il y a 2 ans, et y rencontra un capitaine de corvette en demi-solde avec qui elle se fiança. Mon beau-père a pris cet engagement au retour de ma sœur et ne fit pas d'objection au mariage. Mais une quinzaine avant le jour fixé pour la cérémonie, se déroula le terrible drame qui m'a privé de ma seule compagne. Sherlock Holmes était resté appuyé au dossier de sa chaise, les yeux fermés et la tête renversée sur un coussin. Mais à ce moment, il entr'ouvrit les yeux et jeta un regard sur sa cliente. « Soyez assez bonne pour me donner des détails précis, » dit-il. « Cela m'est facile car chaque minute de cette épouvantable nuit est gravée dans ma mémoire. L'habitation est, comme je l'ai dit, très ancienne, et seule l'une des ailes est habitée. Les chambres à coucher se trouvent au rez-de-chaussée et les salons dans le pavillon central. La première chambre est celle du docteur Roylott, la seconde était celle de ma sœur, la troisième est la mienne. Elles ne communiquent pas, mais donnent toutes sur le même corridor. Me fais-je bien comprendre? Parfaitement. Les fenêtres de ces 3 pièces ouvrent sur la pelouse. Dans cette nuit fatale où mourut ma sœur, le docteur Roylott s'était retiré de bonne heure, mais sans se coucher, car Julia se trouva tout à coup incommodée par l'odeur des forts cigares indiens qu'il avait l'habitude de fumer. Elle quitta donc sa chambre et vint chez moi, où elle resta un certain temps à m'entretenir de son mariage. À 11 heures, elle se leva pour partir, mais s'arrêtant à la porte. « À propos, Hélène, me dit-elle, as-tu jamais entendu siffler au milieu de la nuit? »« Jamais, répondis-je. Je suppose qu'il te serait impossible de siffler en dormant, n'est-ce pas? Assurément, mais pourquoi? Parce que ces dernières nuits, j'ai toujours, vers les 3 heures du matin, entendu un sifflement faible et cependant distinct. J'ai le sommeil très léger et cela m'a réveillé. Je ne puis me rendre compte d'où cela vient, de la chambre voisine ou de la pelouse. Je voulais savoir si tu l'avais aussi entendu, ce sifflement. Non. Ce sont probablement ces maudits bohémiens dans le parc. Cela se pourrait. Et pourtant, si c'est sur la pelouse, il est étonnant que tu n'aies pas perçu ce bruit tout comme moi. Ah, mais je n'ai pas le sommeil aussi léger que toi. Oh, cela n'a pas grande importance du reste, ajouta-t-elle en souriant. Puis elle me quitta, et un instant après, je l'entendis fermer sa porte à clé. Vraiment, dit Holmes, était-ce votre habitude de fermer ainsi votre porte la nuit? Toujours. Et pourquoi? Je crois vous avoir dit que le docteur avait une panthère et un babouin. En conséquence, nous ne nous sentions en sûreté que quand nos portes étaient fermées à clé. Cela se comprend. Continuez, je vous prie. Je ne pus pas dormir cette nuit-là. Le vague pressentiment d'un malheur m'oppressait. Ma sœur et moi, vous vous le rappelez, étions jumelles et vous savez combien subtils sont les liens unissant 2 âmes qui se tiennent de si près. Au dehors, le temps était affreux. Le vent soufflait par rafales et une pluie battante venait se briser contre les fenêtres. Soudain, au milieu du vacarme de la tempête, j'entendis un cri désespéré de femme affolée et je reconnus la voix de ma sœur. Je sautai à bas de mon lit, m'enveloppai d'un châle et me précipitai dans le corridor.
Au moment où j'ouvrais la porte, il me sembla entendre un léger sifflement du genre de celui décrit par ma sœur, et un instant après, je distinguai un bruit sonore comme celui d'une masse de métal qui serait tombée par terre. Puis la porte de ma sœur s'ouvrit lentement. Terrifié, je m'arrêtai, ne sachant ce qu'allait se passer. À la lueur de la lampe du corridor, je vis apparaître dans l'ouverture ma sœur elle-même, le visage pâle de terreur, faisant des gestes comme pour implorer du secours et trébuchant comme un homme ivre. Je courus à elle, je la pris dans mes bras, mais les jambes lui manquèrent et elle s'affaissa par terre. Elle se tordait comme dans des souffrances horribles et tous ses membres étaient affreusement convulsés. D'abord je crus qu'elle ne m'avait pas reconnu, mais quand je me penchai sur elle, elle me cria d'une voix que je ne pourrai jamais oublier. « Oh Dieu, Hélène !» C'était la bande mouchetée. Il y avait encore autre chose qu'elle aurait voulu dire, et son doigt tendu semblait vouloir percer le mur de la chambre du docteur, mais une nouvelle convulsion la saisit et l'empêcha de parler. Je m'élançai dans le corridor, appelant mon beau-père et je le rencontrai en robe de chambre, sortant à la hâte de chez lui. Quand nous arrivâmes près de ma sœur, elle était sans connaissance. Le docteur lui versa du cognac entre les lèvres, envoya chercher le médecin du village, mais tous nos efforts furent vains. La vie la quitta peu à peu, et elle mourut sans avoir repris connaissance. Telle est la fin épouvantable de ma chère sœur. « Un instant, » dit Holmes. « Êtes-vous bien sûr d'avoir entendu ce sifflement et ce bruit métallique? Pourriez-vous le jurer sur votre honneur ?»« C'est ce que le coroner du comté m'a demandé à l'enquête. J'ai la conviction de l'avoir entendu et pourtant, au milieu de cette tempête et des gémissements de la vieille maison, je puis m'être trompé. »« Votre sœur était-elle habillée ?»« Non, elle était en toilette de nuit. On trouva dans sa main droite le reste d'une allumette qui avait brûlé et dans sa main gauche la boîte d'allumettes elle-même. Ce qui prouve qu'elle avait cherché à allumer et à regarder autour d'elle. Ceci est important. Quel a été le résultat de l'enquête ? L'affaire fut minutieusement étudiée car la conduite du docteur Roylott était bien connue dans le comté. Cependant, on ne put découvrir aucune cause de mort plausible. Mon témoignage prouvait que la porte avait été fermée en dedans. Quant aux fenêtres, elles étaient munies de ces vieux volets à barres de fer qu'on assujettissait chaque soir. Les murs furent soigneusement sondés et trouvés intacts partout, et le plancher fut aussi examiné à fond, avec aussi peu de succès. La cheminée est large, mais fermée à une certaine hauteur par 4 forts barreaux. Il est donc certain que ma sœur était tout à fait seule lors de l'événement qui a causé sa mort. D'ailleurs, son corps ne portait aucune trace de violence. Et le poison ? Les docteurs l'ont examiné à ce point de vue sans aucun résultat. À quoi donc attribuez-vous la mort de cette malheureuse jeune fille ? Je suis persuadé qu'elle n'est morte que de peur et d'ébranlement nerveux. Mais qu'est-ce qui l'a effrayée, je ne puis me l'imaginer. Y avait-il des bohémiens alors dans le parc ? Oui, il y en a presque toujours. Ah. Et quelle idée vous a suggéré cette allusion à une bande mouchetée ? J'ai pensé d'abord que c'était un simple effet du délire, puisque cela pouvait être une bande de gens, peut-être ces bohémiens du parc. Je me suis demandé si les mouchoirs de couleur que beaucoup d'entre eux portent sur la tête ne lui avaient pas suggéré l'adjectif bizarre qu'elle a employé. Holmes secoua la tête de l'air d'un homme qui est loin d'être satisfait. « Cela me paraît bien mystérieux, » dit-il. « Continuez votre récit, je vous prie. » 2 ans se sont passés depuis, et ma vie a été jusqu'à ces derniers jours plus solitaire que jamais. Cependant, il y a un mois environ, un ami, que j'ai depuis des années, m'a fait l'honneur de me demander en mariage. Il s'appelle Armitage, Percy Armitage, c'est le second fils de M. Armitage, de Cranewater, près de Reading. Mon beau-père n'a fait aucune objection à ce projet, et nous devons nous marier au printemps. Il y a 2 jours, on a commencé des travaux de réparation dans l'aile ouest du bâtiment, et le mur de ma chambre a été percé. J'ai donc dû déménager et aller m'installer dans la chambre où ma sœur est morte, et dormir dans le lit même où elle a dormi. Imaginez alors quel a été mon frisson d'horreur lorsque la nuit dernière, ne dormant pas et songeant à son triste sort, j'entendis tout à coup, dans le silence de la nuit, le sifflement à peine perceptible qui avait été le signal de sa mort. Je me levai d'un bond et allumai la lampe, mais je ne vis rien dans la pièce. Trop ému pour me recoucher toutefois, je m'habillai et dès qu'il fit jour, je me glissai dehors.
Je me fis donner un dog-cart à l'auberge de la Couronne, qui est en face de la maison, et je gagnai ainsi Leatherhead, d'où je suis arrivé ce matin, dans le seul dessein de vous voir et vous demander conseil. »« Vous avez bien fait, » répondit mon ami. « Mais m'avez-vous tout dit ?»« Oui, tout. »« Miss Roylott, ce n'est pas exact. Vous épargnez votre beau-père. »« Quoi ? Que voulez-vous dire ?» Pour toute réponse, Holmes, relevant la dentelle noire de la manche, découvrit la main que notre visiteuse laissait reposer sur ses genoux. « Il vous a traité brutalement, » dit Holmes. La jeune fille rougit profondément et cachant son poignet endolori. « C'est un homme brutal, » dit-elle. « Peut-être ne se rend-il pas compte de sa propre force. » Il y eut un long silence pendant lequel Holmes, le menton appuyé sur ses mains, regardait fixement le feu qui pétillait dans la cheminée. « C'est une affaire très obscure, » dit-il enfin. « Il y a 1000 détails que je voudrais connaître avant de fixer notre ligne de conduite, mais nous n'avons pas un instant à perdre. Si nous allions à Stoke Moran aujourd'hui même, nous serait-il possible de visiter ces pièces sans que votre beau-père le sût ? Justement, il a parlé de venir aujourd'hui en ville pour une affaire importante. Il est probable qu'il sera dehors toute la journée et que rien ne viendra vous déranger. Nous avons une femme de charge maintenant, mais la vieille est bête et je pourrais facilement l'écarter. »« Parfait. Vous n'avez rien à dire contre cette excursion, Watson ? » ?»« Absolument rien. Eh bien, nous irons ensemble. Qu'allez-vous faire, vous-même ? » ?»« Une ou deux courses, puisque je suis en ville. Je rentrerai par le train de midi, de façon à être là à temps pour vous recevoir. Et vous pouvez compter sur nous de bonne heure dans l'après-midi. J'ai moi-même quelques affaires à expédier. Vous ne voulez pas rester à déjeuner ? Non, il faut que je parte. Mon cœur est bien soulagé maintenant que je vous ai confié ma peine. À bientôt donc. Elle abaissa son voile épais sur sa figure et sortit d'un pas léger. « Que pensez-vous de tout cela, Watson ?» demanda Holmes en se renversant sur sa chaise. « Cela me paraît être une affaire bien obscure et sinistre. »« Obscure, oui, et sinistre aussi. Cependant, si ce qu'elle dit est vrai, si le plancher et les murailles sont intacts, et la porte, la fenêtre et la cheminée infranchissables, sa sœur était indubitablement seule au moment de sa mort. Que faites-vous alors de ces sifflements nocturnes et des paroles étranges de la moribonde ? Je ne sais qu'en penser. Si vous faites un rapprochement entre ces sifflements de la nuit et la présence d'une bande de bohémiens en intimité avec ce vieux docteur, les fortes présomptions que celui-ci a intérêt à empêcher le mariage de sa belle-fille, l'allusion de la mourante à une bande, et enfin le fait que Miss Helen Stoner a entendu un choc métallique qui aurait pu être causé par le déplacement d'une des barres de fer des volets. Il me semble qu'il faut chercher de ce côté l'explication du mystère. Mais alors, qu'ont fait ces bohémiens ? Je n'en sais absolument rien. Je ne trouve pas votre raisonnement très péremptoire. Moi non plus. Et c'est précisément pour cela que nous allons à Stoke Moran aujourd'hui. Je veux voir si les objections qui se présentent à mon esprit sont insurmontables, ou si elles peuvent être réfutées. Mais que diable ! Cette exclamation avait été arrachée à mon compagnon par la brusque ouverture de la porte à l'apparition d'un homme de forte taille. Son costume était d'un singulier mélange de l'homme comme il faut et de l'agriculteur, car il portait un chapeau haute forme, une longue redingote et une paire de guêtres très hautes. Il tenait à la main un fouet de chasse. Il était si grand que son chapeau touchait le chambranle de la porte et si large qu'il semblait remplir l'ouverture tout entière. Sa large face, sillonnée de 1000 rides, hâlée par le soleil, portait l'empreinte des plus viles passions. Son regard s'arrêtait alternativement sur chacun de nous. Ses yeux enfoncés, injectés de bile, et son nez crochu et émacié le faisaient ressembler à un vieil oiseau de proie. « Lequel de vous est Holmes ?» demanda cet étrange personnage. « C'est moi, monsieur. Mais je désirais savoir à qui j'ai l'honneur de parler, » dit mon compagnon sans s'émouvoir. « Je suis le docteur Grimsby Roylott de Stoke Moran. »« Vraiment, docteur ?» dit Holmes d'un ton mielleux. « Prenez un siège, je vous en prie. »« Certainement non. Ma belle-fille est venue ici, j'ai suivi sa piste. Que vous a-t-elle raconté ?»« Il fait un temps bien froid pour la saison, » répondit Holmes. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» cria le vieillard furieux. « Mais j'ai entendu dire que les crocus seraient beaux cette année, » continua mon ami sans se dérouter. « Ah ah, vous ne voulez pas me répondre, » dit notre visiteur en avançant d'un pas et en brandissant son fouet. « Je vous connais, espèce de coquin. J'ai déjà entendu parler de vous. Vous êtes Holmes ?» Mon ami eut un léger sourire. «
Holmes, l'homme qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Mon ami sourit franchement. Holmes, le cireur de bottes de Scotland Yard. Holmes, cette fois, rit de bon cœur. Vous m'intéressez. Je vous demande seulement, quand vous partirez, de vouloir bien fermer la porte, car vous nous avez laissés en plein courant d'air. Je partirai quand j'aurai vidé mon sac. Je vous défends de vous mêler de mes affaires. Je sais que Mr. Stoner est venu ici et je l'ai filé. Je suis un homme dangereux pour quiconque me résiste. Regardez plutôt. Il s'avança vivement, saisit de sa large main brune le tisonnier et le plia en deux. Tenez-vous donc au large, hurla-t-il, et rejetant le tisonnier tordu dans le foyer, il sortit à grands pas. Ça m'a l'air d'un homme fort aimable, dit Holmes en riant. Je ne suis pas aussi massif que lui, mais s'il était resté plus longtemps, j'aurais pu lui faire voir que ma poigne vaut la sienne. Sur ce, reprenant le tisonnier d'acier, il le redressa d'un seul coup. Voyez-vous cette insolence de me confondre avec la police de sûreté? Cet incident donne un charme de plus à notre enquête. J'espère seulement que notre petit ami n'aura pas à souffrir de son imprudence à se laisser filer. Maintenant, Watson, nous allons commander le déjeuner. Ensuite, j'irai à la chambre syndicale des médecins, où j'espère trouver quelques renseignements utiles. Il était près d'1 heure quand Sherlock Holmes revint de sa course. Il tenait à la main un papier bleu couvert de notes et de chiffres. « J'ai vu le testament de l'épouse décédée, dit-il. Il a fallu, pour bien le comprendre, calculer la valeur actuelle des placements dont il y a question. Le revenu total, qui au moment de la mort était près de 1100 livres sterling, n'est plus, à cause de la baisse des produits agricoles, que de 750 livres. Chaque fille a droit, en se mariant, à une rente de 250 livres. Il est donc évident que si elles s'étaient mariées toutes deux, le cher homme aurait été réduit à une maigre pitance. Mais le mariage d'une seule ferait un trou considérable dans ses revenus. Ma recherche de ce matin n'a donc pas été inutile, puisqu'elle prouve jusqu'à l'évidence que le docteur Roylott a les meilleures raisons du monde de s'opposer à pareil projet. Maintenant, Watson, ceci devient trop sérieux pour l'embiner. D'autant plus que le vieux bonhomme sait que nous nous intéressons à ses affaires. Si donc vous êtes prêts, nous allons prendre un fiacre et aller à la gare de Waterloo. Je vous serai reconnaissant de glisser votre revolver dans votre poche. Un LA numéro 2 est un argument parfait contre des individus qui peuvent plier en deux des tisonniers d'acier. Ajoutez à cela une brosse à dents et nous voilà équipés. À Waterloo, nous eûmes la chance de trouver un train en partance pour Leatherhead, où nous louâmes à l'auberge de la station une voiture qui nous promena, l'espace de 4 à 5 milles, à travers les charmants chemins du Surrey. C'était par une délicieuse journée de printemps, égayée d'un beau soleil, que voilaient par instants quelques nuages floconneux. Les arbres et les haies du bord de la route commençaient à bourgeonner, et l'air était imprégné de cette bonne odeur de terre humide. Quel étrange contraste entre le réveil de la nature si riche d'espérance et la sinistre besogne dans laquelle nous étions engagés. Mon compagnon, assis sur le devant de la voiture, avait les bras croisés, le chapeau sur les yeux et le menton baissé sur la poitrine. Il semblait perdu dans ses réflexions. Tout à coup, il tressaillit, me frappa sur l'épaule et, tendant le doigt vers les prairies, « Regardez !» J'aperçus un parc touffu s'élever en pente douce jusqu'à un bosquet. Entre les branches apparaissaient les pignons gris et le fait élevé d'une très vieille demeure. « Stoke Moran ?» dit-il. « Oui, monsieur. C'est la maison du docteur Grimsby Roylott, » répondit le cocher. « On y fait des travaux, » dit Holmes. « C'est là que nous allons. »« V'là le village, » dit le conducteur, montrant un groupe de toits à quelque distance sur la gauche. « Mais si vous voulez aller à la maison, vous aurez plus court de passer cette barrière et de suivre le sentier à travers champs, là où la dame se promène. »« Et cette dame est, je pense, Miss Stoner ?» observa Holmes, abritant ses yeux de sa main pour mieux voir. « Oui, il me semble que votre idée est excellente. » Nous descendîmes de voiture après avoir payé la course, et notre véhicule repartit pour Leatherhead. « J'ai trouvé préférable, dit Holmes, en enjambant la barrière, de laisser croire à ce garçon que nous venions ici comme architectes, et pour un travail déterminé. Cela fera moins jaser. Bonsoir, Miss Stoner. Vous voyez que nous sommes fidèles à notre parole. » Notre cliente s'était empressée de venir à notre rencontre, le visage joyeux. « Je vous attendais avec tant d'impatience, » cria-t-elle en nous serrant la main chaudement. « Tout va admirablement bien. Le docteur Roylott est allé en ville et il n'est pas probable qu'il revienne avant ce soir. Nous avons eu le plaisir de faire connaissance avec lui, dit Holmes.
et en quelques mots, il raconta l'entrevue. Miss Stoner était devenue blême. « Grand Dieu !» cria-t-elle. « Il m'a donc suivi, évidemment. Il est si rusé que je ne suis jamais sûr de rien. Que va-t-il dire à son retour? Il n'aura qu'à se bien tenir, car il pourrait avoir affaire à plus rusé que lui. Il faut fermer votre porte à clé cette nuit. S'il veut user de violence, nous vous emmènerons chez votre tante à Harrow. Maintenant, ne gaspillons pas notre temps, et montrez-nous tout de suite les pièces que nous avons à examiner. » La construction était en pierre grise, tachée de lichen, avec un pavillon central élevé et 2 ailes en hémicycle de chaque côté. Dans l'une de ces ailes, les fenêtres étaient en mauvais état et bouchées par des planches, et le toit, en partie effondré, donnait à ce coin l'aspect d'une ruine. La partie centrale n'était guère en meilleur état, mais l'aile droite semblait relativement moderne. Les rideaux aux fenêtres, la fumée bleue sortant des cheminées indiquaient que ce coin était habité. Il y avait un échafaudage contre le mur du pignon, et le mur lui-même était percé. Cependant, aucun ouvrier n'y travaillait. Holmes se promena de long en large sur la pelouse, mal entretenue du reste, et il examina avec la plus grande attention les ouvertures extérieures. « Voilà, je pense, la fenêtre de votre chambre. Ensuite, au milieu, celle de la chambre de votre sœur, et la plus rapprochée du pavillon central est celle de la chambre du docteur Roylott. Précisément. Mais j'habite en ce moment à la chambre du milieu. Pendant les travaux, je crois. À propos, il ne me semble pas que ce mur ait eu besoin de réparation. Absolument pas. Cela me paraît être tout simplement un prétexte pour me faire changer de chambre. Ah, ceci est assez suggestif. Maintenant, l'autre côté de cette aile est occupé par un corridor sur lequel donnent toutes ces pièces. Il a des fenêtres, je suppose. Oui, mais très petites, trop étroites même pour qu'on puisse y passer. Dans tous les cas, puisque vous fermiez toutes 2 vos portes à clé la nuit, ce côté-là n'était pas accessible. Voulez-vous avoir la bonté d'aller dans votre chambre et de fermer vos volets en dedans? Miss Stoner obéit, et Holmes, après avoir soigneusement examiné la fenêtre ouverte, essaya tous les moyens possibles de forcer le volet sans y parvenir. Il n'y avait pas une fente par où pût glisser même un couteau pour soulever la barre de fermeture. Muni de sa loupe, il regarda de près les gonds, mais ils étaient en fer épais et solidement scellés dans la maçonnerie. « dit-il d'un air perplexe, en se grattant le menton. « Mon raisonnement pêche par la base. Personne n'a pu passer par ici lorsque ces volets étaient fermés. Voyons si un examen à l'intérieur de la pièce ne nous donnera pas quelque indice. » Une petite porte donnait accès dans le corridor, blanchi à la chaux, sur lequel s'ouvraient les 3 chambres. Holmes refusa d'examiner la 3e, et nous passâmes immédiatement dans la seconde, celle qu'habitait actuellement Miss Stoner et où sa sœur était morte. C'était une jolie chambre, un peu basse de plafond, avec une large cheminée, comme on en trouve souvent dans les vieilles maisons. Dans un coin, une commode de couleur sombre, dans un autre, un lit étroit, peint en blanc, et à gauche de la fenêtre, une table de toilette. Ces 3 meubles, 2 petites chaises d'osier et un morceau de tapis Wilton formaient tout le mobilier de la pièce. Les murs étaient revêtus de boiseries en chêne bruni, piquées des verres, si vieilles et si décolorées par le temps qu'elles devaient dater de la construction même. Holmes poussa une des chaises dans un coin et s'y assit, gardant le silence absolu et parcourant des yeux tous les coins et recoins de la chambre pour en fixer chaque détail dans son esprit. « Où va cette sonnette ?» demanda-t-il enfin, en indiquant un cordon pendu à la tête du lit et dont le gland tombait sur l'oreiller. « Elle communique avec la chambre de la femme de charge. » Ce cordon semble plus neuf que le reste du mobilier. Oui, on ne l'a placé là qu'il y a 2 ans environ. Je suppose que c'est votre sœur qui l'a demandé. Non, je ne crois pas qu'elle s'en soit jamais servie. Nous avions l'habitude de nous passer de domestiques. Alors ce n'était guère la peine de mettre ici un aussi joli cordon de sonnette. Maintenant, je vais vous demander la permission d'examiner le plancher. Il se jeta à plat ventre et muni de sa loupe, étudia minutieusement les fentes entre les feuilles du parquet. Il examina de même les boiseries des murs, puis il s'approcha du lit et le regarda en tous sens ainsi que la muraille contre laquelle il était appuyé. Enfin, il saisit le cordon de sonnette et le tira vivement. Eh quoi, il est fou! Comment, il ne sonne pas? Non, il n'est même pas fixé à un fil de fer. Ouh, mais ceci devient fort intéressant. Tenez, regardez, le cordon est attaché à un crochet, juste au-dessus de la prise d'air. Mais c'est absurde, je ne m'en étais jamais aperçu. Bizarre, bizarre.
murmura Holmes, en tirant sur le cordon. Il y a une ou deux choses bien singulières dans cette chambre. Par exemple, quel est l'imbécile d'architecte qui a établi une prise d'air entre deux pièces alors qu'il était si simple de le faire sur le mur extérieur? Cela est également tout récent, dit la jeune fille. Cela doit dater à peu près de la même époque que le cordon de sonnette, ajouta Holmes. Oui, on a fait plusieurs petits travaux à ce moment-là. Ils étaient assez singuliers, faux cordons de sonnette et prise d'air n'aérant pas. Avec votre permission, Mr. Horner, nous allons poursuivre nos recherches dans l'autre pièce. La chambre du Dr. Grimsby Roylott était plus grande que celle de sa belle-fille, mais meublée avec la même simplicité. Un lit de camp, une petite étagère pleine de livres de science pour la plupart, un fauteuil près du lit, une chaise en bois contre le mur, une table ronde et un grand coffre-fort étaient les principaux meubles de cette pièce, dont Holmes fit lentement le tour, examinant chaque objet avec la plus soigneuse attention. « Qu'y a-t-il là-dedans » demanda-t-il en frappant sur le coffre-fort. « Des papiers d'affaires de mon beau-père. Ah, vous les avez vus ? Une fois seulement, il y a quelques années. Je me rappelle que c'était plein de paperasse. Il n'y aura pas un chat dedans, par hasard ? Non, quelle drôle d'idée. Mais voyez donc ça. » Il montra une petite soucoupe, pleine de lait, qui était déposée sur le coffre. « Non, nous n'avons pas de chat ici. Nous avons une panthère et un babouin. Oh oui, évidemment. La panthère, au fond, n'est qu'un fort spécimen de l'espèce féline. Mais une soucoupe de lait ne saurait lui suffire, j'imagine. Il y a là quelque chose dont je voudrais m'assurer. » Il s'accroupit devant la chaise en bois et en examina le siège avec la plus grande attention. « Merci, il n'y a plus de doute, » dit-il, en se relevant et en remettant sa loupe dans sa poche. « Oh, voilà un objet intéressant !» Et il montrait un petit fouet de chasse pendu auprès du lit. La mèche cependant en était nouée, de façon à former un nœud coulant. « Qu'est-ce que vous pensez de cela, Watson ?»« C'est un fouet, comme tous les fouets. Seulement, je ne sais pas pourquoi la mèche est nouée ainsi. Cela n'est déjà pas ordinaire, il me semble. Ah, mes pauvres amis, le monde est bien vilain. Et quand un homme met son intelligence au service du crime, on peut s'attendre aux pires infamies. Je crois que j'en ai assez vu, Miss Stoner, et avec votre permission, nous allons maintenant sortir devant la maison. » Je n'avais jamais vu le front de mon ami aussi soucieux qu'au moment où nous quittâmes avec lui son champ d'investigation. Nous avions, Miss Stoner et moi, arpenté plusieurs fois la pelouse, sans oser interrompre ses réflexions, lorsqu'il rompit lui-même le silence. « Il est essentiel, Miss Stoner, dit-il, que vous suiviez exactement mes instructions jusque dans les plus petits détails. Je n'y manquerai certainement pas. La chose est trop grave pour que vous hésitiez, votre vie est en jeu. Je me fie entièrement à vous. D'abord, mon ami et moi, nous devons passer la nuit dans votre chambre. » La stupéfaction de Miss Stoner égala la mienne. « Oui, il le faut, je vais vous dire pourquoi. C'est bien l'auberge du village qu'on voit là-bas. Oui, l'auberge de la Couronne. Très bien. On doit voir vos fenêtres de là-bas. Sûrement. Vous vous enfermerez chez vous, sous prétexte de migraine, quand votre beau-père rentrera. Puis, quand il se sera retiré dans sa chambre pour la nuit, vous ouvrirez les volets, vous pousserez votre fenêtre sans mettre le crochet. Vous placerez votre lampe derrière afin qu'elle nous serve de signal, et vous vous retirerez dans votre ancienne chambre avec tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous coucher. Je ne doute pas que, malgré les travaux, vous ne puissiez vous y installer pour une nuit. Oh oui, facilement. Le reste nous regarde. Mais qu'allez-vous faire? Nous passerons la nuit dans votre chambre pour découvrir la cause du bruit qui vous a tant effrayé. Je crois, monsieur Holmes, que vous êtes déjà fixé, dit Miss Stoner en lui posant la main sur le bras. Peut-être. Alors, au nom du ciel, dites-moi quelle a été la cause de la mort de ma sœur. Je préfère avoir des preuves plus sûres avant de parler. Vous pouvez au moins me dire si j'ai raison de croire qu'elle est morte de frayeur. Je ne le pense pas. Je crois à une cause plus tangible. Maintenant, Miss Stoner, il faut que nous vous quittions, car si le docteur Roylott revenait et nous trouvait ici, notre coup serait manqué. Au revoir, et soyez courageuse, car si vous faites ce que je vous ai dit, vous ne courrez bientôt plus aucun danger. Nous trouvâmes facilement, Sherlock Holmes et moi, 2 chambres à l'auberge de la Couronne. Elles étaient au premier étage, et de nos fenêtres nous apercevions la grille d'entrée et l'aile habitée du manoir de Stoke Moran. À la tombée de la nuit, nous vîmes passer en voiture le docteur Grimsby Roylott.
Il semblait écrasé par sa forte corpulence, le groom aux frêles dimensions qui conduisait. Le gamin eut quelques difficultés à ouvrir les lourdes grilles. Cela impatienta le docteur. Il le manifesta par des éclats de voix qui parvinrent jusqu'à nous et qui l'accompagna de gestes menaçants. Quelques minutes après que la voiture fut entrée dans le parc, une lumière qui nous apparut entre les arbres nous prouva que le propriétaire du vieux manoir était installé dans un des salons. Autour de nous, l'obscurité se faisait de plus en plus profonde. « Savez-vous, Watson, me dit tout à coup Holmes, j'ai réellement scrupule à vous emmener cette nuit. Notre entreprise n'est pas sans danger. Puis-je vous être utile? Plus qu'utile. Alors je vous accompagne. Je vous en suis très reconnaissant. Mais vous parlez de danger? Vous avez évidemment tiré de notre visite dans cette maison plus de renseignements que moi. Non, mais j'imagine que j'ai raisonné davantage. Tout ce que j'ai vu, vous l'avez vu aussi. Je n'ai rien vu de remarquable que ce cordon de sonnette, et je ne puis arriver à en saisir le but. Vous avez vu la prise d'air aussi. Oui, mais une communication de ce genre entre deux pièces ne me semble pas chose si extraordinaire. Elle est du reste si petite qu'Ara aurait de la peine à y passer. Je pensais bien, avant même d'entrer dans la maison, y trouver cette prise d'air. Allons donc. Certainement. Vous vous rappelez que dans son récit, Miss Stoner nous dit que sa sœur sentait l'odeur du cigare du Dr. Roylott. Naturellement, cela impliquait l'idée d'une communication quelconque entre les deux pièces. Communication qui ne pouvait être que minuscule puisque l'enquête du coroner ne la mentionnait pas. J'en avais donc conclu qu'il devait exister là une prise d'air. Et quel inconvénient y trouvez-vous, dame? Il y a au moins là une curieuse coïncidence de faits. On établit une prise d'air, on suspend une corde, et une femme qui dort dans ce lit meurt d'une mort étrange. N'êtes-vous pas frappé de cela? Je ne vois aucun rapport entre tout cela. Avez-vous remarqué quelque chose de très particulier au sujet de ce lit? Non. Il est scellé au plancher. Est-ce l'habitude de fixer ainsi un lit? Je ne crois pas. Ainsi la jeune fille ne pouvait pas déplacer son lit. Elle était forcée de le laisser toujours à portée de la prise d'air et de la corde, car nous pouvons l'appeler ainsi puisqu'il n'y a jamais eu de sonnette. Holmes, m'écriai-je, je commence à saisir vaguement votre idée. Nous arrivons juste à temps pour empêcher un crime horrible et raffiné. Très horrible et très raffiné. Quand un médecin tourne mal, il devient le plus grand des criminels, car il a pour lui le sang-froid et la science. Palmer et Pritchard étaient les premiers de leur profession. Cet homme vise plus haut encore, mais je crois, Watson, que nous serons plus malins que lui. En attendant de constater toutes ces horreurs, fumons tranquillement une pipe, et tâchons de penser pendant quelques heures à des choses moins lugubres. Vers 9 heures, la lumière qui brillait à travers les arbres s'éteignit, et tout redevint obscur dans la direction du manoir. De longues heures s'écoulèrent. Sur le coup de 11 heures, une vive lumière perça les ténèbres juste en face de nous. « Voici notre signal, » dit Holmes, se levant d'un bond. « Il vient bien de la fenêtre du milieu. » En sortant, il échangea quelques paroles avec l'aubergiste pour lui expliquer que nous allions faire une visite chez un ami et que nous y passerions peut-être la nuit. Un instant après, nous étions sur la route, le visage fouetté par un vent glacial, marchant vers la lumière qui nous guidait dans notre sinistre expédition. Nous n'eûmes pas de peine à pénétrer dans le parc, dont les murs avaient de nombreuses brèches. Nous avions déjà atteint la pelouse, et l'ayant traversée, nous nous apprêtions à escalader la fenêtre quand, d'un bosquet de lauriers, s'élança une sorte de nain hideux et difforme qui se jeta sur le gazon en tordant ses membres, puis s'enfuit et disparut dans l'obscurité. « Grand Dieu !» murmurai-je. « Avez-vous vu ?» Holmes fut d'abord aussi surpris que moi, et il me serra nerveusement la main. Puis il se mit à rire silencieusement toutefois, et murmura à mon oreille. « Charmante maison, c'est le babouin. » J'avais oublié les favoris du docteur. Il avait une panthère aussi. Peut-être allions-nous la sentir sur nos épaules, d'un moment à l'autre. J'avoue que je fus plus tranquille quand, à la suite de Holmes, et après avoir ôté mes souliers, je me trouvai à l'intérieur de la chambre. Mon compagnon fermait les volets sans bruit, mit la lampe sur la table et regarda autour de lui. Tout était comme nous l'avions vu en plein jour. Alors, s'approchant doucement de moi et faisant un porte-voix de sa main, il me murmura dans l'oreille, d'un ton si bas que je pouvais à peine distinguer ses mots. Le plus petit bruit serait fatal à notre plan. Je fis signe que j'avais entendu. Nous ne devons pas garder de lumière. Il la verrait par la prise d'air. Je répondis par un geste. Ne vous endormez pas. Cela pourrait vous coûter la vie. Ayez votre revolver sous la main, en cas de besoin.
Je vais m'asseoir sur le lit. Vous, installez-vous sur cette chaise. Je posai mon revolver sur le coin de la table. Holmes avait apporté une badine longue et mince qu'il plaça sur le lit à côté de lui. Il mit à côté une boîte d'allumettes et un bout de bougie. Puis il éteignit la lampe et nous nous trouvâmes dans l'obscurité. Je n'oublierai jamais cette veille émouvante. Je n'entendais pas un son, pas même un bruit de respiration, et je savais pourtant que mon compagnon était là, tout près, assis, les yeux ouverts, dans le même état de tension nerveuse que moi. Les volets ne laissaient passer aucun rayon de lumière, et nous étions dans les ténèbres les plus épaisses. Du dehors, nous arrivait parfois le cri d'un oiseau de nuit, et une fois, tout contre la fenêtre, un long miaulement nous apprit que la panthère était bien en liberté. Au loin, nous entendions les notes graves de l'horloge de la paroisse, sonnant les quarts à des intervalles qui nous paraissaient infinis. Minuit sonna, puis 1 heure, 2 heures, 3 heures, et nous étions toujours assis silencieusement dans l'attente d'un événement possible. Soudain, parut dans la direction de la prise d'air une lueur qui s'évanouit aussitôt, mais à laquelle succéda une forte odeur d'huile et de métal chauffé. Il était évident qu'on avait allumé dans la pièce voisine une lanterne sourde. J'entendis un léger bruit, puis tout retomba dans le silence, bien que l'odeur devint plus forte. Pendant une demi-heure encore, je restai immobile, l'oreille tendue. Soudain, un autre son se fit entendre, très doux et caressant, comme le bruit d'un jet de vapeur sortant d'une bouillotte. Au moment où il se produisit, Holmes sauta à bas du lit, alluma une allumette et se mit à taper de toutes ses forces avec la canne le cordon de sonnette. « Vous le voyez, Watson » cria-t-il. « Vous le voyez » Je ne voyais absolument rien. Au moment où Holmes avait allumé, j'avais entendu un sifflement sourd, quoique distinct, mais l'éclat de la lumière empêchait mes yeux fatigués de voir sur quoi mon camarade frappait avec tant de colère. Je distinguais cependant son visage devenu subitement d'une pâleur mortelle et empreint d'horreur et de dégoût. Il avait cessé de frapper et regardait la prise d'air, quand tout à coup éclata dans le silence de la nuit le plus horrible cri que j'aie jamais entendu. Il se changea en un hurlement arraché à la fois par la souffrance, la peur et la colère. On dit que dans le village et même au presbytère plus éloigné encore, ce cri réveilla tous les dormeurs. Il me glaça le cœur et je restai là, figé, les yeux fixés sur Holmes. Lui me regarda aussi lorsque tout fut rentré dans le silence. « Qu'est-il arrivé ?» m'écriai-je, pantelant. « C'est fini !» répondit Holmes, et c'est après tout la meilleure solution. Prenez votre revolver. Nous allons entrer chez le docteur Roylott. Le visage grave, il alluma la lampe et sortit le premier dans le corridor. Il frappa 2 fois à la porte sans obtenir de réponse. Alors il tourna le bouton et entra, en me précédant, le revolver au poing. Un singulier spectacle s'offrit à nos yeux. Une lanterne sourde posée sur la table éclairait le coffre-fort dont la porte était entr'ouverte. Auprès de cette table, sur la chaise de bois, le docteur Grimsby Roylott, vêtu d'une robe de chambre grise, les pieds nus chaussés de babouches turques. Sur ses genoux, le fouet à longue mèche que nous avions remarqué dans la journée. Il avait la tête renversée et ses yeux regardaient avec fixité un coin du plafond. Sur le front, il avait un singulier bandeau jaune, tacheté de brun, qui semblait serré autour de sa tête. À notre entrée, il ne fit aucun mouvement. La bande mouchetée, murmura Holmes. Je fis un pas en avant. Au même moment, cette singulière coiffure bougea et la tête plate triangulaire d'un nid de serpent se tourna vers nous. « C'est une vipère des marais !» cria Holmes, « le serpent le plus venimeux de l'Inde. » Le docteur est mort 10 secondes après avoir été mordu. Œil pour œil, dent pour dent, rejetant cette créature dans son antre, emmenant Miss Stoner sous quelque autre toit hospitalier et informant la police du comté de ce qui est arrivé. Tout en parlant, il avait pris le fouet sur les genoux du cadavre, puis jetant le nœud coulant sur le reptile, il l'arracha à son horrible piédestal et le porta à bras tendus jusqu'au coffre-fort dans lequel il le jeta et dont il referma la porte. C'est ainsi que mourut le docteur Grimsby Roylott de Stoke Moran. Il n'est pas nécessaire de prolonger un récit déjà trop long en racontant comment, après avoir appris la vérité à la jeune fille, nous l'amenâmes par le train du matin à sa chère tante de Harrow. L'enquête officielle prouva que le docteur avait trouvé la mort en jouant imprudemment avec un dangereux reptile. Holmes acheva de m'éclairer sur cette sinistre affaire en rentrant à Londres le lendemain. Mes premières conclusions étaient tout à fait erronées,
ce qui montre, mon cher Watson, combien il est dangereux de raisonner sur des données insuffisantes. La présence des bohémiens et l'emploi du mot bande par la pauvre fille pour expliquer ce qu'elle vit confusément à la lueur de son allumette avaient suffi pour me lancer sur une fausse piste. Je n'ai eu qu'un mérite, celui d'avoir changé mes batteries dès qu'il me fut devenu évident que le danger dont pouvait être menacé l'occupant de cette chambre ne pouvait venir ni par la fenêtre ni par la porte. Mon attention fut rapidement attirée, comme je vous l'ai déjà dit, par la prise d'air et le cordon de sonnette pendu au-dessus du lit. La découverte que ce cordon était faux et que le lit était scellé au sol me fit instantanément soupçonner que la corde devait servir à un objet qui, passant par le trou, descendait sur le lit. L'idée d'un serpent m'était donc naturellement venue à l'esprit, et lorsque j'y accouplai le fait que le docteur recevait des bêtes de l'Inde, je me sentis sur la bonne piste. L'idée d'employer un poison impossible à découvrir chimiquement devait venir à un homme instruit et sans conscience, qui avait vécu en Extrême-Orient. La rapidité avec laquelle ce poison agit était encore un avantage à son point de vue. Il aurait fallu au coroner un œil bien perçant pour reconnaître les 2 petites piqûres produites par les crocs venimeux. Je me souvins aussi du sifflement. Le docteur devait naturellement rappeler le serpent avant que le jour ne le fît voir à sa victime. Il l'avait dressé, probablement au moyen du lait que nous avons vu, à revenir à son appel. Il le faisait passer par la prise d'air, à l'heure qu'il jugeait convenable, certain que l'animal ramperait le long de la corde et descendrait sur le lit. Plusieurs nuits pouvaient se passer sans que la victime fût mordue, mais tôt ou tard elle devait succomber. J'étais arrivé à cette conclusion avant même d'entrer dans la chambre du docteur. L'examen de sa chaise nous prouva qu'il avait l'habitude de monter dessus, ce qui était nécessaire pour qu'il pût atteindre la prise d'air. La vue du coffre-fort, la soucoupe de lait, le nœud coulant, faisaient disparaître les derniers doutes qui pouvaient me rester. Le bruit métallique entendu par Miss Stoner provenait évidemment de la fermeture hâtive du coffre-fort. Une fois ma conviction faite, vous savez les mesures prises pour acquérir la preuve définitive. Vous avez entendu comme moi siffler le reptile, je fis aussitôt de la lumière et je l'attaquai sans perdre un instant. Ce qui eut pour résultat de le faire repasser par où il était venu, et aussi de le faire attaquer son maître. Quelques-uns de mes coups l'atteignirent certainement et le mit en colère au point qu'il se jeta sur la première personne qu'il rencontra. Je suis, de la sorte, indirectement responsable de la mort du docteur Grimsby Roylott, mais je ne peux pas dire que cette responsabilité pèse lourdement sur ma conscience. Ainsi s'achève l'aventure de la bande mouchetée par Arthur Conan Doyle.